C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici les principales articulations. La rentrée universitaire 2021-2022 est prévue le 1er novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Dans les institutions d'enseignement supérieur, l'heure est aux préparatifs. Et puis la reconstruction de la route Cancan-Kissidougou avait été lancée en 2014. Malheureusement, les travaux semblent ne pas avoir démarré. C'est du moins le constat qui a été fait par une de nos équipes qui s'est rendue sur place. Une femme âgée d'une vingtaine d'années a été victime de viol et avortement. Les responsables des droits des femmes n'entendent pas s'arrêter tant que justice n'est pas faite. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Les travaux de l'atelier préparatoire de la rentrée scolaire 2021-2022 viennent de prendre fin à Conakry. Plus de 200 cadres du ministère de l'Éducation nationale ont pris part à ce rendez-vous majeur. De grandes réformes sont annoncées à cet effet. Moussa Komara. La rencontre qui a duré 4 jours a permis à ces cadres de comprendre tous les problèmes dont souffre le secteur éducatif et de proposer des solutions. Ils s'accordent sur la refondation du système éducatif et les bases sont jetées. L'atelier a abouti à créer les filières littéraires et scientifiques au niveau de la 11e année dans tous les lycées dès le 21 octobre 2021. Engager la sensibilisation des élèves, parents d'élèves, enseignants et autorités locales sur la nécessité et l'importance de la création des filières. Diligenter le recrutement des enseignants pour satisfaire aux besoins des écoles. Rephotographier en couleur et diffuser les cahiers d'items pour le CP2, CE2 et CM2 dans le cadre de la normalisation des évaluations. Cet atelier, de par la qualité des présentations partagées, des travaux menés dans les panels et des débats féconds au cours des plénières, ainsi que des recommandations constructives qui viennent de nous être présentées dans le rapport de l'atelier, prouve à suffisance que les résultats que nous nous sommes fixés ont été atteints. Ce panel a aussi permis d'identifier les causes du non-redoublement des élèves dans les classes intermédiaires et leur impact sur les différents examens. L'harmonisation des notes de cours dans les écoles publiques et privées est validée. La normalisation des listes nominatives des candidats des écoles publiques et privées avec code d'accès est approuvée, mais pas seulement. Ce qui est aussi très important, c'est qu'il va y avoir des livrets scolaires, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les livrets scolaires sont à la portée de tout le monde dans le marché noir. Donc il faut qu'il y ait des livrets spécifiques et qui vont permettre de notifier les notes que les enfants ont pour ne pas les permettre d'aller acheter un autre livret et des livrets sécurisés et qui permettent de mettre en quelque sorte les vraies notes de l'élève et aussi de suivre son cursus sans que cela n'affecte dangereusement ses résultats. Au cours du panel, la crème du système éducatif était présente. Partenaires techniques et financiers, parents d'élèves et syndicats des enseignants se réjouissent des avancées dans le secteur. L'intersyndicale de l'éducation qui gère les enseignants, nous sommes soulagés. Nous sommes soulagés parce que d'habitude on ouvre les écoles le 3 octobre. Il se trouve que nous sommes le 15 aujourd'hui. Cette préoccupation qui nous hantait en tant que représentants des enseignants, cette préoccupation elle est déjà réglée aujourd'hui. Tous les objectifs fixés ne sont pas atteints au cours de ces 4 jours de réflexion et d'échange. Mais les acteurs espèrent avec ces conclusions une rentrée stable et contribuer à la formation qualitative des élèves en Guinée. Dans le volet éducatif toujours, la rentrée universitaire est prévue le 1er novembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Dans les institutions d'enseignement supérieur, l'heure est aux préparatifs. Les opérations d'orientation des bacheliers, quant à elles, ont démarré en ligne sur la plateforme Google. Maurice Sidibé pour en savoir plus. Depuis le 12 octobre dernier, les opérations d'orientation des bacheliers ont démarré. Elles se font en ligne sur la plateforme Google. À l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée ISEC de Lambagny, tous les appels émis par les bacheliers sont reçus dans ce centre d'appel. Ici, plus de 25 téléconseillers travaillent pour aider les bacheliers en difficulté à se faire inscrire sur la plateforme Google. Même si dans notre conception de la chose, on se dit que les opérations sont faciles, mais il arrive quand même que certains bacheliers rencontrent des difficultés. Nous avons pris le soin de mettre en place ce centre de support technique
pour que ces téléconseillers puissent prendre en compte les préoccupations de ces bacheliers-là. En plus de ce centre d'appel pour faciliter les opérations d'orientation, une équipe de techniciens est constituée sur le site. Elle reçoit les bacheliers sur place pour résoudre les problèmes techniques rencontrés par les nouveaux étudiants. Le processus d'orientation s'est fait en 5 phases. Formulation des intentions de choix et classement des programmes. 1. Sélectionne tes 15 choix de programme dans la liste de gauche et les faire glisser vers ta liste des choix à droite. Classe-les ensuite par ordre de priorité de haut en bas. 2. Enregistre ton classement. En 3 jours, les 2 tiers des bacheliers ont déjà exécuté la procédure. Une salle d'attente a été créée sur la plateforme Goupol pour éviter des complications dans le processus. D'ici le 22 octobre prochain, les 19 000 bacheliers de la République, session 2021, devraient être orientés uniquement dans les universités et instituts supérieurs publics du pays. Cette année, la moyenne requise pour les filières d'ingénieurs, c'est 13. La faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Sonfonia, il faut avoir 12 de moyenne pour y accéder. C'est la même chose pour l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Au moment où les opérations d'orientation des bacheliers se déroulent, les institutions d'enseignement supérieur s'activent pour la rentrée universitaire. C'est le cas de l'Institut supérieur de l'information et de la communication, ISIC de Kuntia, qui affiche un nouveau visage. Programme de formation revu, bâtiments repeints, salle de classe dotée de climatisation, bibliothèque réaménagée, l'enceinte de la cour Andalette et fleurie pour créer un environnement propice à la formation des futurs journalistes et communicants. On a déjà tenu notre conseil d'institut pour les dispositions à prendre sur le plan pédagogique, la préparation des emplois de temps, préparation des salles de classe et les rénovations au niveau de l'institut. On a commencé depuis longtemps, c'est déjà terminé. La chef service scolarité est déjà en place avec ses techniciens. Ils devraient recevoir 300 étudiants, 200 en communication et 100 étudiants en journalisme. À l'université privée Mercure International, c'est la course contre la montre. Toutes les salles de classe sont repensées. L'arrivée de notre équipe de reportage coïncide avec la tenue de la dernière réunion préparatoire. Encadreurs et responsables sont sur le dernier réglage pour rendre effective la rentrée universitaire dans ce temple du savoir. Nous avons parlé de l'emploi du temps, le rappel des professeurs qui étaient déjà ici, le recrutement de nouveaux enseignants et aussi nous avons parlé des stratégies qu'on a mises en place pour le recrutement des étudiants. Les classes sont déjà toutes prêtes. Nous avons des programmes qui sont déjà accrédités par l'ANAC. Nous poursuivons et nous avons quelques réaménagements à faire sur les autres programmes. Quant à l'université Kofi Annan de Guinée, les responsables sont aussi dans la fièvre de la rentrée universitaire. Les salles de classe sont prêtes à accueillir les étudiants. Contrairement aux universités publiques, les inscriptions ont débuté ici depuis le mois d'août. Cette année aussi, on a eu sur 7 programmes qu'on a déposés, 5 qui sont accrédités jusqu'à ce jour et en attendant les 2 autres. Donc tous nos programmes sont accrédités par l'ANAC. Cette rentrée universitaire arrive dans un contexte marqué par la présence du Covid-19 dans le pays. Pour assurer une meilleure reprise des cours, les différentes universités visitées disent avoir pris des mesures sanitaires, dont l'installation des kits de lavage des mains et le port obligatoire des bavettes. Pendant ce temps, à Kindia et à Forêt-Caria, 400 élèves bénéficient des kits scolaires. C'est un geste de l'amicale des juristes de la 45e promotion de l'université de Sanfonia, de l'ONG Gandal et de la JCI Conakry Renaissance. Cette synergie d'action vise à soulager les parents d'élèves en cette période de crise sanitaire. Kerno Younoussaba. Des kits scolaires pour 2 écoles élémentaires situées en zone rurale, l'une dans la préfecture de Forêt-Caria et l'autre dans Kindia. À l'école primaire de Dara à Forêt-Caria, 103 élèves dont 51 filles de la première en 6e année reçoivent des outils didactiques de tout genre au compte de cette rentrée scolaire. Se donnent des fournitures scolaires donnent du sourire à des parents d'élèves. Nous implorons la contribution de tout le monde pour que de telles activités continuent. L'année dernière, nous étions sur les îles Foteba, où nous avons également procédé à la réalisation des mêmes types d'activités. Nous avons en perspective d'en réaliser aussi l'année prochaine et c'est pourquoi nous misons beaucoup
sur la contribution des uns et des autres pour que nos parents qui sont situés, n'est-ce pas, très loin de Conakry, qui n'ont pas les ressources suffisantes pour faire face à certaines obligations vis-à-vis de leurs enfants qui vont à l'école, soient à mesure, n'est-ce pas, de ne pas s'inquiéter et de voir enfin ces enfants partir à l'école avec tous les équipements, tous les matériels didactiques appropriés. Même coup de pouce en faveur de l'école primaire de Barinfori dans Kindia. Un appui didactique en direction des jeunes apprenants qui vient alléger les charges familiales à quelques jours de l'ouverture des classes. Pensez à ces élèves et ces parents d'élèves qui n'ont pas assez de moyens pour préparer la rentrée scolaire 2021-2022 pour ces enfants, afin qu'ils viennent dans des conditions idéales suivre le cours, est une action salvatrice. Nous ne comptons pas nous limiter là. Nous comptons aussi faire ce qu'on appelle la rénovation des écoles, des latrines et tout ce qui s'ensuit. Faire en sorte que ces enfants-là puissent avoir un cadre idéal pour vraiment réussir. Donc ce projet va sûrement s'étendre avec nos partenaires dans d'autres préfectures, dans d'autres districts de Guinée. Ces actions sont devenues désormais un rituel pour ces donateurs. L'amicale des juristes de la 45e promotion de l'université guinéenne, l'ONG Gandal basée en France et la Jeune Chambre internationale comptent renforcer les œuvres caritatives en faveur de l'éducation des tout-petits. Vous le disiez, en 2014, la reconstruction de la route Kankan-Kissidougou avait été lancée. Malheureusement, les travaux semblent ne pas avoir démarré. Pourtant, 65 millions d'euros avaient été mis à la disposition de l'entreprise Ebomaf. Qu'a-t-elle fait de ce montant? Élément de réponse dans ce reportage de Mamadou Alpha Baldé. Longue de 194 km, la réhabilitation de la RN6 avait suscité grand espoir chez bon nombre de citoyens. La réalisation des travaux avait été confiée à l'entreprise Ebomaf, dont la carrière et la base vie sont aujourd'hui abandonnées. Cette route relie directement la Haute-Guinée à la forêt. Des années après, les réalités sur le terrain sont tout autres. Les travaux n'ont jamais été exécutés. La route se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation poussée, aux grandes dames des usagers. Nous souffrons vraiment sur ce axe. Nous les chauffeurs, les pannes sont nombreuses du fait de l'état de la route. Quand tu as un véhicule qui roule ici, difficilement tu fais 2 ans avec. Nous vivons un véritable calvaire. Pour faire Kankan-Kissidougou aujourd'hui, c'est très difficile. Dans le meilleur des cas, il faut 10 heures. S'il n'y a pas de pluie, sans quoi ça te prend carrément 2 jours. Avec les camions, si tu ne t'embrouilles pas. La société qui était venue ici n'a rien fait. Juste 2 ponts et même ça, ils n'ont pas terminé. Selon de nombreux documents officiels, l'entreprise a reçu de l'État guinéen environ 65 millions d'euros pour démarrer le chantier, jadis source d'espoir. À part ces 2 ouvrages de franchissement, impossible pour notre équipe de constater un quelconque travail réalisé. Chauffeurs et autres usagers sont aujourd'hui obligés de passer toute une journée pour rallier les 2 préfectures. Moi, là où je suis, pour faire 2500 km, on a quitté Cotonou le mardi. Mercredi nuit pour 24 heures, même pas 48 heures, on était déjà arrivé à Bamako. Maintenant, on me dit, la route d'emprunt, ma femme a perdu son papa, on doit se rendre à Bagna, dans Farana. Je dois emprunter quelle route rapidement? On me dit, il n'y a aucun moyen, il faut passer par Kankan, Kissidougou. J'ai laissé la route là en 85, c'était pas comme ça, j'étais jeune. Quand j'ai quitté moto à 8 heures, avant 10 heures, j'étais à Kankan. À midi, je viens régler toutes mes affaires, je faisais le transport à l'époque. À midi, je suis déjà à Kissidougou. J'ai fait mon enfance à Kissidougou ici. Mais voilà, aujourd'hui, on me dit que c'est toute une journée pour Kankan, Kissidougou pour 194 km. Les travaux de reconstruction de la route Kankan-Kissidougou avaient été lancés le 24 juin 2014. De Kankan à Tokounou jusqu'à Kissidougou, les populations et l'ensemble des usagers caressent l'espoir de voir cette route aussi internationale réhabilitée. Pour l'heure, il faut se lever de bonne heure pour parcourir ces 194 km aux dizaines de points critiques.
Vers la mise en place de la fêtière des jeunes entrepreneurs agricoles de Guinée, cette structure devra évoluer aux côtés de l'État guinéen et de ses partenaires. Les membres apprennent à se connaître peu à peu et les contributions sont faites sur son mode opératoire. Mohamed Seyar Souma. L'agriculture est leur activité commune et viennent de différents horizons du pays. Ce sont des jeunes entrepreneurs agricoles qui acceptent désormais d'évoluer ensemble. La synergie d'action va permettre la mise en place d'une fêtière. Mais comment la rendre efficace dans les jours à venir? Le débat s'installe. L'État ne peut pas embaucher tout le monde. Il faut que les jeunes arrivent aujourd'hui à s'intéresser à l'agriculture, surtout l'agriculture moderne. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'il faut être villageois pour faire l'agriculture. Tu peux être ici à Conakry et le faire. Et il suffit juste de s'intéresser à une niche sur la chaîne de valeur agricole. Quand tu prends le problème de Dubrika dans le domaine agricole, est différent du problème de Kindia dans le domaine agricole. Quand tu prends le problème de Kindia est différent de celui de Cancan. Je pense qu'ensemble, on va voir quelles sont les priorités à travers les discussions, à travers les échanges, pour enfin dresser une feuille de route. Au nombre d'une vingtaine, chacun partage son expérience ainsi que les difficultés qui empêchent d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Un grand défi placé au cœur de toutes les réformes agricoles initiées par la Guinée. Sans succès toujours, le salut pourrait venir des plateformes de jeunesse en gestation. L'agriculture n'est pas péjorative. L'agriculture est un métier qui est rentable, mais pour ça, il faut que nous nous donnons la main, qu'on essaye de les pousser vers nous, à entreprendre dans l'entrepreneuriat agricole pour qu'on puisse arriver à l'autosuffisance alimentaire, mais aussi à l'autonomisation des jeunes. Entre jeunes entrepreneurs agricoles, les portes restent encore ouvertes. De nouvelles propositions sont également attendues lors des prochaines assises annoncées dans l'arrière-pays, notamment dans les régions de la Moyenne et Haute-Guinée. Nous poursuivons cette édition. Bientôt la foire artisanale de Dalaba. Cette ville verte sera la capitale du tourisme du 13 au 28 novembre prochain. À Conakry, les organisateurs s'activent sans relâche pour la réussite de l'événement. Ousmane Ba. Dalaba, la perle du Fouta Djallon. Ville touristique au beau temps, au climat doux, au paysage fascinant et à l'artisanat qui se distingue et se développe. Valoriser ce potentiel afin d'attirer les regards sur les spécificités culturelles et agricoles de cette préfecture s'avère aujourd'hui nécessaire. D'où l'initiative d'une foire artisanale à Dalaba par le label KMP International. On a décidé d'organiser la foire de Dalaba. C'est une foire et tout artisanale avec laquelle on a l'intention déjà de valoriser la ville de Dalaba, qui est une très très belle ville, qui est une ville touristique par excellence, mais aussi profiter de là déjà pour envoyer de l'emploi au niveau de toute la préfecture par le biais du tourisme et tout, avec les hôtels, les restaurants, les intermittents du spectacle, c'est de faire en sorte que pendant 2 semaines, Dalaba puisse vivre dans tout son éclat en fait. Un rendez-vous qui permettra aux visiteurs de découvrir cette ville verte dénommée la Suisse africaine de Guinée. Déjà, les préparatifs vont bon train et Dalaba s'apprête à accueillir l'événement. En tant que président de cette association-là, qui a pour objectif justement de valoriser ma préfecture, je pense que c'est une très bonne occasion pour nous. Nous savons la capacité de mobilisation des fils et filles de Dalaba. Nous sommes très confiants et nous n'avons aucun doute que lorsque les autres Guinéens vont découvrir la potentialité touristique, agricole, culturelle et surtout notre climat, ils vont vouloir venir chaque mois, pour ne pas dire chaque année. Au menu de la foire, exposition, spectacles et excursions pour communier avec la nature. Elle est prévue du 13 au 28 novembre prochain. Disons que depuis la mise en place des comités nationaux et transfrontaliers des bassins du fleuve Mano, aucune action n'a été entreprise pour le développement des communautés touchées. Pour inverser cette tendance, les membres de ces comités ont bénéficié d'une formation en leadership et recherche des ressources financières. Yaya Silla, reportage. Le fleuve Makona est l'un des 10 bassins du fleuve Mano qui regroupe la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire.
L'Union internationale pour la conservation de la nature à travers Building and Governance a mis en place plusieurs comités nationaux et transfrontaliers. Objectif, mobiliser les acteurs, rechercher et mettre en œuvre des solutions pour la gestion durable des ressources en eau dans les bassins transfrontaliers. C'est pour remplir correctement cette tâche que les acteurs de ces plateformes prennent part à cette rencontre de renforcement des capacités. Aujourd'hui, les comités étant mis en place, nous devons accompagner encore ces acteurs pour avoir la capacité, c'est-à-dire institutionnelle, la capacité de développement pour qu'ils aient l'autonomie de se prendre en charge. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui nous venons organiser cet atelier de développement des capacités institutionnelles, mais aussi de mobilisation de financement durable. La mise en place des plateformes nationales et des comités transfrontaliers du fleuve Mano est une chose importante. Mais renforcer les capacités des membres afin que ces derniers usent de leur leadership pour mieux gérer les ressources provenant de ce fleuve est un gage certain pour pérenniser l'existence de ce fleuve ainsi que celle des habitants qui y vivent de façon séculaire. L'une des missions de ces comités est d'asseoir une stratégie qui répond à leur développement, d'où le choix des thèmes tels que le leadership institutionnel et le financement. Depuis leur mise en place, il n'y a pas eu des actions concrètes. Et pour qu'il y ait des actions concrètes, il faut renforcer les capacités de telle manière qu'ils peuvent eux-mêmes préparer des projets et aller chercher des fonds pour exercer des activités au niveau local. Les participants sont désormais outillés à la conception et la mise en œuvre des projets de gestion en eau dans les différentes plateformes des pays membres de l'Union du fleuve Mano. L'actualité est marquée par ce cas de viol et avortement sur une femme âgée d'une vingtaine d'années à Anta. Les responsables des droits des femmes se sont rendus au chevet de la victime pour s'enquérir de son état actuel. Ces femmes ne comptent pas s'arrêter tant que justice n'est pas rendue. Amadou Touré. C'est une affaire de viol, d'abus sexuels et d'avortement exercée par des médecins sur une femme en banlieue de Conakry qui cristallise les débats dans la capitale. Face à l'ampleur des dégâts, les responsables en charge des droits et de l'autonomisation des femmes se mobilisent pour soutenir la victime. Nous avons reçu une patiente qui a été opérée dans la périphérie et je pense que ces gestes qui ont été faits dans la périphérie ne font pas honneur au sacerdoce qui est la médecine. Je vous assure, lorsqu'on piétine le serment d'Hippocrate, lorsqu'on piétine le sacerdoce qui est la médecine, il va sans dire que c'est une honte pour la corporation. Mais nous avons essayé de corriger le tir et tout le personnel de la chirurgie générale, cette patiente vient de loin, mais comme c'est un secret médical, nous ne pouvons pas vous fournir qu'est-ce qui a été fait. Mais ce qui a été fait, c'est qu'aujourd'hui, le pronostic vital de la patiente n'est pas engagé. Nous sommes venus lui signifier notre soutien et notre compassion, car comme vous le savez, c'est une situation révoltante. Nous saluons son courage, car comme vous le savez, avec les pesanteurs socioculturels, certaines femmes n'arrivent pas à dénoncer les abus dont elles sont victimes. Et pour sa part, elle a eu le courage de dénoncer ces bourreaux. C'est une bonne chose. Nous invitons toutes les femmes à faire de même. Membres d'ONG, activistes, acteurs de la société civile, défenseurs des droits des femmes, avocats et politiques se sont également levés pour soutenir et demander justice. La procédure judiciaire est en train de suivre son cours. Le dossier a été déféré hier au niveau du tribunal de première instance de Mafanko. Et je suppose que ceux qui ont été interpellés en ce moment sont à la maison centrale de Conakry. De l'avis des citoyens rencontrés, cette affaire relance la problématique du déficit de la morale professionnelle. Ils ont dans l'ensemble dénoncé l'acte et plaident pour un meilleur assainissement du domaine de la médecine en Guinée. Prévention des conflits en région forestière, un projet dénommé Action concertée lancé dans ce sens. Il vise à outiller les jeunes sur des techniques de prévention et de règlement des conflits dans les zones concernées. Lancé Kamisoko, Mohamed Saleh Oupaï, Mohamed Lamine Diallo.
Contribuer à la réduction des conflits en Guinée forestière, favoriser la cohabitation pacifique afin d'aboutir à une paix durable, c'est l'objectif du projet Action Concertée. Pour son aboutissement, 28 jeunes leaders communautaires renforcent leurs capacités sur la prévention et la gestion des conflits. Les activités sont pilotées par l'Association Trade d'Union des Jeunes de Guinée en collaboration avec 3 agences des Nations Unies. On va les orienter d'abord sur la question de paix et ensuite sur comment organiser le fora. Et après, ils iront dans leur localité pour aller faire le fora. Et pendant le fora, il consistera de regrouper, c'est-à-dire les leaders d'opinion, je vais parler des leaders des organisations de femmes, les leaders religieux, les leaders des quartiers et les jeunes, pour qu'ils identifient réellement les problèmes de leur localité et les causes de ces problèmes-là. Donc c'est ce que nous allons traduire en plan d'action. Nous comptons beaucoup sur eux pour des activités de sensibilisation. Nous comptons beaucoup sur eux pour la réduction des conflits. Nous comptons beaucoup sur eux pour le changement de comportement au niveau de leurs localités respectives. Déterminés à tourner la page de la violence dans leurs localités respectives, ces jeunes mesurent déjà l'immensité de la tâche qui les attend. C'est de faire face à nos chers collègues, de leur dire que rien s'il n'y a pas de paix chez nous, on ne peut vraiment pas évoluer. Et c'est de leur dire aussi que c'est quand on se donne les mains, nous pouvons vraiment reconstruire notre pays. Plongée dans un cycle infernal de violence depuis plus de 30 ans, la région forestière espère inverser définitivement la tendance à l'issue de ce projet. Pour ce faire, l'accompagnement de toutes les couches socio-professionnelles est impératif. Geste humanitaire dans cette édition, le collectif des jeunes leaders pour la paix a clôturé ce samedi une campagne de distribution de vivres dans les 5 communes de Conakry. Plus de 100 familles affectées par les manifestations politiques et sociales ont bénéficié de cette assistance en denrées alimentaires. Mamadi Terna Kamisoko. C'est une importante campagne humanitaire qui se referme. Depuis 2 mois, le collectif des jeunes leaders pour la paix COJELP travaille dans les différentes communes de la capitale pour soutenir les familles touchées par les manifestations politiques. Plus de 100 personnes ont bénéficié de denrées alimentaires pendant cette opération doublée d'un soutien psychosocial. Donc c'est une action humanitaire pour nous, les montrer que nous le soutenons, nous sommes avec eux, c'est une façon de vivre avec eux parce que nous connaissons les conditions de vie qu'ils vivent dans leur famille. Cette distribution gratuite de denrées alimentaires est intervenue après des enquêtes auprès des ménages, des autorités administratives et des sources policières. Aujourd'hui, les principaux bénéficiaires de cette assistance se montrent soulagés. C'est pour féliciter le donateur. On le félicite parce que ce n'est pas nous seuls qui sommes les victimes. Mais pour penser à nous, on le félicite. Et nous félicitons aussi le colonel, président Mamadi Doumbouya. Parce que là où il est venu, là, personne n'a pensé à ça. Il est venu, il est sauvé. Les premières actions salvatrices entreprises par les nouvelles autorités confortent ces jeunes activistes de la société civile dans leur démarche de pardon et d'acceptation mutuelle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Grand fut le plaisir de vous servir ce week-end. On se dit à très vite sur la RTG si le propriétaire des temps et des circonstances le veut bien. Bonsoir chez vous.